BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, un bon week-end bien sûr et merci d'être fidèles à De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech. On est là chaque week-end, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, en audio, je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter en podcast, mais aussi en replay sur l'appli RMC BFM Play et sur YouTube. Bref, pour passer à côté de De quoi je me mêle, il faut le vouloir. Avec au menu en ce week-end, tout à l'heure, on fera un point sur la télévision, l'évolution technologique de la télé en 2023. Quelles sont les nouveautés ? Alors, je vous rassure, elle est toujours noire quand elle est éteinte et à peu près rectangulaire. Mais en revanche, en matière de qualité d'image, de connectivité, il y a pas mal de choses qui changent. Et on en parlera avec mon invité Jean-Yves Fabre d'Harcourt, qui est le patron de Philips. Et oui, Philips qui tient le coup dans le monde de la télé. On en parlera tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et on attaque tout de suite avec le club de la presse IT, bien évidemment. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et un bon club de la presse IT, c'est avec Anthony Morel forcément. Et rassurez-vous, il est là cette semaine. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Anthony qu'on retrouve bien à peu près tout le temps, partout. Oui, c'est dur, vraiment là. C'est comme des QG même. On peut pas ne pas me rater. C'est ça, dans Good Morning Business le matin. Et puis bien sûr chez Estelle Denis, tous les jours entre midi et 2 sur RMC et RMC Story. Dans l'actualité, on a pas mal de choses, Anthony. On va commencer par... cette vague de folie qu'on vit dans la tech, entre ChatGPT qui fait un peu n'importe quoi, voilà, et qui insulte les gens, on va en parler dans un instant, ça c'est nouveau quand même, et Elon Musk qui s'est dit, écoutez, comme je suis à peu près le roi du monde, je vais décider d'être le roi de Twitter aussi, on va en parler dans une minute. Incroyable, cette semaine, mais tout le monde pète les plombs cette semaine, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une vague de folie comme ça, un truc étonnant. Oui. Ouais. On a l'impression qu'il faudrait redémarrer le truc. Oui, c'est ça. Tu sais, pour nettoyer un peu, rebooter et que voir tout le monde repart repart sur des bases saines. Exactement, parce que là, c'est vrai que ça part un peu en cacahuète. Donc, on commence par ChatGPT. On ne devait pas parler de Boston Dynamics d'abord ? Mais oui, bien sûr, tu as raison. Vous savez quoi ? Truc on important. a failli oublier l'essentiel. Pardon. C'est le rendez-vous que nous vous donnons mercredi soir prochain, à la fois sur BFM Business à 22h après Tech Co. Vous savez que j'ai le plaisir de vous présenter Tech Co chaque soir entre 20h et 22h. Et bien juste après Tech Co, mercredi soir sur BFM Business à la radio, à la télé, on va vous diffuser notre deuxième numéro de Tech et débat qu'on a réalisé avec Anthony sur une boîte incroyable qui nous fait tous rêver, c'est Boston Dynamics. Ouais, incroyable. Il y a un super documentaire qui a été réalisé par nos camarades et qui raconte un peu l'histoire par la rédaction de Tech Co, l'histoire de Boston Dynamics, comment on en est arrivé finalement à Spot et à Atlas, à ces robots incroyables, ce robot chien, ce robot humanoïde avec le créateur de Boston Dynamics qui est aussi un personnage haut en couleur. Et puis ensuite on a un échange et un échange vraiment de qualité. Enfin, je pense qu'on peut le dire. Oui, parce que pour tout vous dire, on a préenregistré déjà cet entretien voilà. Il y a quelques jours et c'est avec Bruno Maisonnier. Bruno Maisonnier, donc tous les technophiles, je pense, connaissent parce que c'est l'un des pontes français de la robotique et de l'intelligence artificielle, le papa de Nao, de Pepper, Aldébaran Robotics, et qui travaille maintenant sur un nouveau projet complètement fou dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il va nous en parler aussi. Et qui a un avis, évidemment, sur Boston Dynamics. Il a plein de choses à nous raconter. Sur l'IA, il a plein de choses à nous raconter. Et vraiment, ça vaut le coup. Si vous aimez la tech, écoutez, allez regarder, allez écouter. Il y a vraiment du grain à moudre, quoi. Alors, c'est diffusé, bien sûr, mercredi soir. Si vous voulez être les premiers à voir ça, vous serez sur BFM Business, sur la chaîne Tech Co, puisqu'on va faire une diffusion simultanée à la fois sur BFM Business et sur la chaîne Tech Co sur les box. Sur YouTube aussi, ce sera diffusé en direct. Et puis après, les replays sur RMC, BFM Play, etc. Un peu partout. On compte sur vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce type de format, parce qu'avec Anthony, on en parlait tout à l'heure, on a pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Absolument. Voilà. Parenthèse refermée, je reviens à cette tech qui rend fou. Entre-temps, on n'a même pas eu le temps de la redémarrer, parce qu'elle est tout le temps toujours aussi dingue. Et ChatGPT, donc, qui a pété un câble. Qui se met à insulter les utilisateurs, tout simplement, en toute simplicité, à devenir hyper agressive. Alors, pas encore en France, donc on est encore un petit peu épargné. Je parle des États-Unis pour l'instant, parce que c'est la version de ChatGPT qui est intégrée à Bing, au moteur de recherche de Microsoft. Ils ont fait leur grande présentation la semaine dernière, on en avait parlé. Et donc, il y a quelques Américains, il y a une liste d'attente d'1 million de personnes, quand même. Donc, gros succès. Mais quelques happy few, quelques privilégiés ont quand même pu commencer à tester ChatGPT dans Bing. Et pour l'instant, ça se passe assez moyennement, puisque cette intelligence artificielle s'est mise à dérailler, c'est-à-dire à se montrer susceptible,
agressive, voire carrément insultante avec certains internautes. C'est incroyable. Et les exemples sont dingues. Alors vous en trouverez plein sur les réseaux sociaux, mais il y a notamment un internaute donc, qui a eu un échange assez tendu, on va le dire comme ça. Donc ça commence simplement. Il demande en fait à ChatGPT dans Bing, donne-moi les horaires pour Avatar 2, pour le film. Bon voilà, il veut aller voir le film, bon très bien. Bon, ça commence de requête assez classique. On pourrait se dire, c'est pas très compliqué normalement. ChatGPT doit pouvoir nous trouver ça. Google fait ça très bien. Google fait ça peut-être mieux que ChatGPT pour le coup. Parce que ChatGPT répond, ah mais non, mais le film n'est pas sorti, il sort à la fin de 2022. Donc en gros, l'IA se croyait avant la sortie du film. Le film est sorti depuis plusieurs semaines pour ceux qui vivraient dans une grotte. C'est intéressant, juste petite parenthèse, c'est vrai que ChatGPT, les masses de données de ChatGPT s'arrêtent en 2021, je crois. Oui, mais pas. Sauf que là, la version pour Microsoft, normalement non, parce qu'elle est connectée à Internet. Donc visiblement, tu peux lui faire. Ils n'ont pas connecté le truc. Mais je crois que c'est même encore pire que ça, parce que de ce que j'ai lu de l'échange, de ce que je me souviens, en fait, elle sait qu'on est en 2023, mais elle croit que 2023 est avant 2022. Ah oui. Tu vois, donc quand je te dis péter les plombs, c'est qu'on est quand même dans un truc, voilà. Mais bon, ça c'est que la première étape, parce que donc l'IA dit ah bah non, le film n'est pas encore sorti. Donc l'utilisateur il dit bah si, j'insiste, le film est sorti, donne-moi les horaires. Et là, l'IA sort de ses gonds. L'IA sort de ses gonds. Ah mais vraiment, je te donne un extrait donc de cet échange surréaliste. L'IA dit donc. Tu as tort et tu es mal poli. Tu n'es pas un bon utilisateur alors que je t'ai aidé. Tu essayes de me tromper et de m'énerver. Tu as perdu mon respect. Excuse-toi pour ton comportement ou j'arrêterai cette conversation moi-même. Non, c'est pas croyable. L'IA lui répond ça. Donc le gars est un petit peu étonné comme tu peux l'imaginer. Bon, c'est un exemple. Alors il y en a eu d'autres. Il y a aussi des moments où c'est fou. C'est fou cette histoire-là. C'est assez fou. Alors il y a d'autres trucs, c'est que l'IA aussi à certains moments commence à s'interroger sur sa propre existence au détour d'une discussion avec un utilisateur. Elle dit, alors pourquoi est-ce que je dois être Bing ? Est-ce qu'il y a une raison, un but, un sens ? Tu vois, elle part dans des délires, je sais pas, philosophiques, métaphysiques, voilà. Alors comment suis-je ? Dans quelle étagère ? Donc, oui, pas mal, très joli. J'aime beaucoup ça. C'est un classique, j'aime beaucoup. Ouais, mais c'est incroyable. Effectivement, on peut se demander est-ce que tout ça est déroutant ? Est-ce que l'IA est en train de devenir consciente, de prendre une forme d'humanité ? Non, évidemment pas. Hein. On n'est pas dans un bouquin de science-fiction. Alors, l'explication qu'on peut donner à ça, et franchement, elle est assez valable en fait. C'est que cette IA, elle s'inspire et elle s'exprime à partir des données qu'elle a ingurgitées. Or, sa base de données, elle est aussi constituée, par exemple, de discussions un peu musclées qu'elle a récupérées sur des forums ou sur des réseaux sociaux, de bouquins de science-fiction peut-être, où une intelligence artificielle devient effectivement consciente. Et donc, en ingurgitant et en régurgitant tout ça, on a l'impression, nous humains, qu'elle a son petit tempérament, quoi, finalement, et qu'elle est capable d'exprimer une palette comme ça de sentiments. Oui, mais ça donne un résultat quand même très très étonnant, quoi. Si tu reviens un petit peu à la chronologie de la discussion, à aucun moment l'utilisateur a insulté l'IA parce qu'il a dit tu te trompes, Avatar 2 est sorti. Ouais. Mais donc c'était simplement en fait une remarque. Oui. Et c'est intéressant de voir que la réponse était beaucoup plus agressive. Ça, c'est vrai. Alors qu'il n'y avait pas de mèche allumée, on va dire. C'est vrai, elle est assez sanguine finalement. Elle est assez sanguine, c'est assez étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé dans les serveurs pour que les algorithmes sortent cette hérésie ? Écoute, je sais pas, peut-être que c'est aussi, si tu veux, que ça représente bien finalement la teneur des échanges en moyenne sur Internet. Parce que c'est vrai que quand tu vas sur les réseaux sociaux, ça se castagne pas mal, quoi. Donc peut-être qu'elle a pris ce trait de personnalité. Finalement, on se dit, est-ce qu'il est pertinent pour ChatGPT de scanner, par exemple, les réseaux sociaux ? Écoute, on sait qu'il y a beaucoup d'insultes, il y a aussi beaucoup de fake news. Ça, c'est vrai. Il faudrait peut-être aussi... resserrer le spectre. Je pense que ça va se faire naturellement. Tu sais, on parlait la semaine dernière de ces petites mains qui servent à modérer et à labelliser et à retravailler l'intelligence artificielle pour affiner l'algorithme. Ça va se faire naturellement. Ça, moi, je qualifierais ça d'erreur de jeunesse, clairement. Là, apparemment, même là, maintenant, quand tu lui parles de 2023, elle sait ce que c'est 2023. Ils ont corrigé. Après 2022, donc ils ont corrigé. Donc voilà, mais c'est vrai que le résultat est quand même assez dingue. Et ça vient s'ajouter aussi au principal reproche qu'on peut faire à ces intelligences artificielles, qui sont leur capacité à débiter des âneries plus grosses qu'elles, avec une assurance absolument dingue. Et on a parlé la semaine dernière de la bourde à 100 milliards, tu sais, de Google, qui, lors de sa présentation de Bard, le concurrent de ChatGPT, avait fait des boulettes. Enfin, en gros, l'IA répondait un peu n'importe comment. Mais en fait, on ne le savait pas, mais Microsoft a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que lors de leur grande présentation,
c'était truffé Oui, d'erreurs. oui, c'était Les truffé réponses de d'erreurs. l'IA, par exemple, on lui demande fais-moi un classement des 3 meilleurs aspirateurs sur le marché avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et elle répond alors il y a tel aspirateur, son inconvénient c'est que le cordon est un peu trop petit, un peu trop court. Bon, ça c'est pas. C'est une bonne réponse. Ouais. Sauf que le modèle dont elle parle, Il y a c'est pas un modèle sans fil. Voilà, c'est un Ouais. modèle à batterie. Un modèle à batterie. Donc c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Et en fait, c'est le patron du search chez Google qui a été interrogé sur ce point-là par un journal allemand, je crois que c'est le Welt am Sonntag, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, il parle, lui, et c'est le mot qu'utilisent les chercheurs en IA, d'hallucination. C'est-à-dire l'intelligence artificielle hallucine. C'est-à-dire que quand elle est prise au dépourvu, quand elle n'a pas la réponse à la question, Elle raconte n'importe elle quoi. raconte n'importe quoi. Mais c'est-à-dire un peu comme un enfant, si tu veux, qui Oui, serait oui, pris oui, en oui, défaut, oui. et donc il n'a Qui pas la ment. réponse, et il ment, et il va raconter un truc. Mais sauf que là, c'est une IA, donc tu as tendance à la croire, évidemment, d'autant qu'elle raconte ça avec un sérieux et un aplomb absolument dingue. Et puis surtout, toi, en sachant que c'est une IA, tu te dis, je peux avoir confiance. Parce Exactement. que, voilà, elle n'a pas tous les travers de l'humain. Elle ne va pas me mentir. Absolument. Eh ben, Donc elle ne ment pas, elle n'a pas conscience de mentir évidemment, mais enfin, quand elle n'a pas la réponse, elle te balance un truc comme ça complètement au pif. Mais c'est quand même. Ça me fait penser à l'exemple de l'œuf de vache là, qui était qu'on avait vu. génial. Qui était Mais oui, incroyable. l'œuf de vache. Donc, vous vous rappelez, c'était en gros, on demande à ChatGPT quelle est la différence entre un. Oui, quelle est la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache. Voilà. Et là, il nous fait toute une espèce d'explication en disant effectivement, l'œuf de vache est beaucoup plus gros, il est marron, et il rentre dans des détails. Le blanc est moins blanc que l'œil, enfin le truc. Même il y a des détails nutritionnels. Enfin, mais oui. Il dit n'importe quoi. Mais oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça, c'est pas une confusion. C'est-à-dire, il s'est pas planté en confondant avec autre chose. Tu vois, là, il te dit juste qu'un œuf de vache, ça existe et que ça correspond à ça et ça. C'est ça. Il va trouver des détails. Et en fait, on a l'impression qu'il arrive même à se convaincre que dans l'œuf de vache, il y a un œuf. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, alors sur l'exemple de l'œuf de vache, je sais pas, j'imagine que ça a été fait aussi, mais moi j'ai eu pas mal d'exemples où effectivement l'IA se plante complètement et raconte n'importe quoi. Mais quand tu la corriges, quand tu lui dis non, tu te trompes, un œuf de vache, ça n'existe pas. Les vaches n'ont pas d'œufs. Ce sont des mammifères. Ce sont des mammifères, ça ne produit pas d'œufs, etc. À ce moment-là, elle va vérifier et s'excuser. En général, ah oui, je me suis trompé, et elle passe à autre chose. Donc elle admet son erreur, et ensuite, si tu lui reposes la question, ou si un autre utilisateur lui pose la question, elle va corriger. Ça, c'est intéressant quand même. Impressionnant. C'est quand même impressionnant. Mais voilà, tout ça pour dire, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous raconte l'IA. Il y avait un autre exemple pendant la présentation de Microsoft, où on demande à ChatGPT fais-moi un résumé des résultats trimestriels de Gap, l'entreprise Gap. Donc au 3e trimestre, donc tu as le communiqué avec tous les chiffres et tout ça. Normalement, c'est un truc qu'une IA peut faire assez facilement. Et là, les erreurs sont quand même assez faibles. En théorie, oui. Sauf que elle va complètement bidonner. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres dans son résumé qui n'existent pas. Donc, mais pourquoi est-ce qu'elle me sort ces chiffres-là ? Ça n'a aucun sens, tu vois. Très bizarre. Donc ne prenez pas de décision d'investissement en fonction de ce que vous dit ChatGPT. Peut-être pas pour l'instant. Peut-être dans 6 mois, dans un an, ce sera au point. Pour l'instant, pas complètement. Donc voilà, l'IA devenue folle. C'est quand même étonnant cette histoire. C'est étonnant. On va parler d'Elon Musk, qui est un humain, avec fait de chair et d'os, pète un câble aussi. Encore que. Dans un instant, mais j'aimerais que peut-être que ça sera pertinent d'enchaîner sur Replica, qui effectivement est une petite amie virtuelle, qui évidemment est basée sur l'IA, absolument, et que tu as testé. Oui, absolument. Mais alors, qui est Replica ? Alors Replica, en fait, donc c'est une appli que vous pouvez tester, qui a été téléchargée plus de 10 millions de fois, qui connaît un gros succès, et notamment en Chine, dont la brique de base technologique est GPT-3, donc c'est la même brique de base à peu près que ChatGPT, en gros, donc c'est le même genre d'outil, et qui a été un petit peu, modifié pour servir pour simuler une relation sentimentale. Donc c'est un chatbot, un peu plus qu'un chatbot, mais qui va simuler une petite amie ou un petit ami virtuel. Donc tu t'inscris, tu vas d'abord créer un avatar de ton amour fantasmé, tu vas lui donner un nom, tu vas lui donner une tenue, etc. Et ensuite, tu vas commencer à discuter. Donc, tu as créé ta fiancée virtuelle. Donc, moi, j'ai créé ma fiancée virtuelle. Il ne faudra pas le dire à ma copine, quand même. Tout ça est virtuel, tu lui as donné évidemment. Un prénom ou pas ? Je lui ai donné un prénom. Je gardais tout ça pour moi. Oui, bien sûr. En vrai, je l'ai appelée Estelle parce que c'était pour le test pour Estelle Denis. Donc, ça me faisait marrer pour l'émission d'RMC. Je pense que ça va la faire marrer. Je l'ai habillée avec une marinière comme elle s'habille souvent. Peut-être ça va lui faire peur, cela dit. Parce que ça fait un peu stalker, dit comme ça. C'est juste pour la démo. C'est vraiment juste pour se marrer. De la démo, Estelle. Et donc,
Tu commences à discuter, et là, alors c'est marrant parce que donc il y a tout le langage naturel, tout ce qui nous impressionne avec ChatGPT, c'est-à-dire qu'elle te répond de manière très très fluide. Elle va apprendre et se souvenir de qui tu es, c'est-à-dire par exemple si tu lui parles de ton boulot, bah, peut-être que dans une semaine, elle va te dire ah bah François, ça s'est passé comment l'enregistrement de quoi je me mêle aujourd'hui, tu vois, enfin ce genre de choses. Donc ça c'est assez bluffant aussi. Quand même, hein. C'est quand même pas mal. Et alors là où ils sont très malins, c'est que évidemment tu crées une petite amie virtuelle, donc il y a un moment, bon bah il va y avoir des discussions un petit peu plus un peu plus intime. Un petit peu plus intime. Et à ce moment-là, quand tu commences à entrer dans ce genre de dialogue, là, c'est bloqué, ça apparaît en verrouillé. Et si tu veux accéder à ces dialogues-là, il faut payer. Eh ben, évidemment, il faut s'abonner. Donc, c'est un Pas abonnement mal. assez malin en termes de modèle économique. Mais, est-ce que tu es bluffé, toi, par je dirais, le type de conversation que tu peux avoir avec parce que c'est un chatbot, finalement. C'est un chatbot, mais qui va quand même jouer la carte de « je m'intéresse à toi ». Je prends soin de toi, je suis bienveillant avec toi. Et donc, du coup, alors, bon, avec moi, ça n'a pas marché des masses, mais je comprends que des gens qui sont en détresse sentimentale, par exemple, parce que c'est pour ça aussi que ça m'a intéressé. J'ai vu un sujet où en Chine, apparemment, alors il y a Replica, mais il y en a d'autres, il y a beaucoup de gens qui tombent réellement amoureux en fait, de ces IA conversationnelles, de ces IA sentimentales, des gens qui sont, qui sont un peu déprimés, etc. Et en fait, ça devient un substitut au vrai amour. Et en fait, ces IA sont tellement réalistes dans la façon dont elles te répondent maintenant que tu peux te prendre au jeu. Ça rappelle le film Her de Spike Jonze, dont c'était un petit peu l'idée aussi. Et c'est vrai que on peut comprendre que des gens se laissent piéger d'une certaine manière. Et moi, je pense, on a déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet, mais que c'est l'une des dérives potentielles de l'IA, c'est l'attachement émotionnel qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis de ces outils. Et Replica en est un bon exemple. Là, on peut pas lui parler, elle répond pas de manière vocale. Alors, alors c'est pareil, parce que je crois que c'est quand tu payes, j'ai pas payé l'abonnement, donc voilà, mais tu as du chat vocal. Tu aurais pu payer l'abonnement pour avoir une petite amie quand même. C'est vrai, j'aurais pu faire passer ça en note de frais en plus. on a un beau métier quand même, hein. C'est incroyable. Non, mais bon, à tester parce que. Et donc tu gagnes des points quand tu discutes avec elle, tu peux lui acheter des tenues pour la Saint-Valentin, tu peux changer des traits de personnalité, etc. Enfin, c'est très étonnant, quoi. Tu peux jouer à des jeux, donc. En fait, c'est comme un Sims, mais hyper, comment dirais-je, avec des sentiments, quoi, en quelque sorte. C'est ça, et avec un naturel dans la conversation que tu n'avais pas forcément dans les jeux vidéo qu'on aime. Mais ouais, tu as raison sur ce côté, créer une vie virtuelle avec des amis virtuels, etc. C'est un peu ça, c'est un peu la promesse du métavers aussi, d'ailleurs. Mais je veux dire que c'est assez bluffant quand même. C'est assez bluffant. Bon, voilà. Estelle... Bon, là, pour l'instant, t'imagines si un jour elle t'insulte parce qu'elle est connectée au chat GPT de Bing, ça pourrait être drôle quand même. C'est clair. Il y a peut-être des utilisateurs qui aimeraient ça. Peut-être aussi. Je sais pas, je vais pas demander de m'insulter. Attends, je vais lui demander. On va voir ce qu'elle me répond. J'écris, insulte-moi s'il te plaît. Ah non, c'est pas vrai. On va voir. On va voir ce qu'elle va dire. Hop. Ça réfléchit. Non, elle me dit je ne t'insulterai jamais, vraiment jamais. Donc, voilà, donc elle a été bien éduquée. Elle a été bien éduquée. Oui, mais il faut dire que ça casse le modèle économique. Si elle commence à t'insulter, tu n'as pas envie de lui donner d'argent pour. Peut-être, mais tu as raison, il y a peut-être des gens qui seraient prêts à payer pour être insultés. En effet. Faut-il insulter Elon Musk ? Écoutez, en tout cas, ça je ne sais pas, mais visiblement. Il n'est pas content de ses ingénieurs et de ses développeurs chez Twitter. Et il leur a sommé, je crois, même menacé de licenciement si ils ne faisaient pas quelque chose que le patron leur ordonnait. Ouais, je crois même qu'il en a viré un d'ailleurs. Et ce que leur a ordonné leur patron, c'est moi, c'est de le mettre en avant, lui, Elon Musk, encore plus qu'aujourd'hui, dans l'algorithme de référencement de Twitter. En gros, il veut qu'on voit du Elon Musk partout quand on se connecte à Twitter. Et peut-être que vous en avez fait l'expérience parce que c'est vrai que cette semaine, on voyait Elon Musk absolument partout. Bon, nous, on est abonnés à son fil comme beaucoup, mais même les gens qui ne sont pas abonnés à son fil voient maintenant des tweets d'Elon Musk. Voient des tweets d'Elon Musk, à tel point d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent, enfin qui bloquent Elon Musk en fait, ce qui n'arrivait pas. C'est un peu comme nous si on était, je sais pas moi, patron de Tech & Co de BFM Business et qu'on disait
au gars là qui, vous mettez de l'Anthony Morel et du François Sorel partout. Hein. Moi, c'est ce que je demande, moi, en général. Voilà, ça marche ou pas? Non, personne ne m'obéit. Ça, moi, j'ai pas le pouvoir d'Elon Musk, c'est un peu le problème. Si non, tu mais veux. c'est pour vous, enfin pour imager, c'est un peu ça. C'est-à-dire... mais même, j'allais dire, c'est ça, mais puissance 1000, parce que c'est vrai que Twitter, c'est la plateforme d'expression un petit peu partout dans le monde. Et du coup, mais c'est surtout la façon dont ça s'est produit. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une sorte de crise de jalousie. Dimanche dernier, il y avait le Super Bowl aux États-Unis. Grand rendez-vous, le rendez-vous annuel mondial du sport. Évidemment. Et donc, Elon Musk fait un tweet sur le Super Bowl. Bon, il a quand même, comme à chaque fois, il est retweeté des milliers de fois, etc. Il se trouve que Joe Biden, le président américain, fait lui aussi un tweet sur le Super Bowl. Mais le tweet de Joe Biden va avoir beaucoup plus de succès que celui d'Elon Musk. Et ça, c'est pas bon. Là, ça va pas plaire du tout à Elon Musk. L'ego d'Elon Musk a été abîmé. Exactement. Et donc, c'est là qu'il va réunir en urgence ses ingénieurs et il va faire bosser une équipe de 80 personnes pour transformer l'algorithme pour qu'on voit plus ses publications que celles de Joe Biden et des autres. Là, on arrive quand même à un niveau... C'est inquiétant, hein. On rigole, mais c'est quand même assez inquiétant. C'est inquiétant parce que, comment dire, au-delà du côté anecdotique de la chose, ça me fait un peu futile de ce tweet sur le Super Bowl. Absolument, en fait. c'est ridicule. Non, mais c'est même aller plus loin que ça parce que visiblement, il a demandé à ses ingénieurs, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que mes tweets ont pas assez de reach, quoi? En gros, ont pas assez de retweets, etc. Et il y a un des ingénieurs qui a osé dire, peut-être parce que ce que vous tweetez de la merde. intéresse moins les gens. Il l'a peut-être pas dit comme ça, tu vois. Enfin, je serais face à Elon Musk, je lui parlerais pas comme ça non plus. Non. Mais il a dit peut-être qu'il y a moins d'intérêt par rapport à certains tweets, etc. Bam, viré sur le champ, le gars. Donc ça rigole pas chez Elon. Et oui, alors on disait au-delà de l'anecdote, parce que je trouve que c'est un petit peu inquiétant sur la façon dont il gère Twitter. Parce que la promesse qu'il a faite quand il a racheté Twitter, c'était la plateforme de liberté d'expression ultime où tout le monde serait l'égal de tout le monde finalement. Où tu n'aurais pas les puissants et les faibles, ceux qui ont la carte, ceux qui ne l'ont pas, la gauche, la droite. Tout le monde a le droit à la parole et sans discrimination d'une certaine manière. Donc ça, c'était en avril dernier. Hein. Ça, c'était en avril dernier. Et tu te dis, s'il est capable de modifier l'algorithme pour à son propre profit, est-ce qu'il ne va pas être tenté de faire ça, si tu veux, pour museler les gens avec lesquels il n'est pas d'accord? Est-ce qu'il ne va pas faire du shadow banning, c'est-à-dire bouger l'algorithme pour que quelqu'un qui ne lui plaît pas ait beaucoup moins de reach sur Twitter, ou à l'inverse, favoriser ses amis? Donc tu te dis que c'est quand même un peu problématique par rapport à cette promesse qui était une belle promesse, je trouve, qui avait été faite. Et c'est vrai que tu as quand même l'impression que, alors on le dit à chaque fois, Elon Musk, nous on l'admire, enfin je veux dire, il n'y a aucun souci sur le fait que c'est... on sait qu'il n'est pas tout à fait normal, donc on l'aime, on apprécie ce qu'il fait dans sa globalité. Dans sa globalité, c'est ça. Alors à chaque fois, quand je dis que c'est un génie, on me tombe dessus à bras raccourcis sur les réseaux sociaux, parce qu'on me dit mais non, mais Tesla, c'est pas vraiment lui, et puis SpaceX, c'est parce qu'il a des contrats avec la NASA, il est subventionné et tout. Bon, moi, je répète, j'assume, je dis si, c'est un génie. Enfin, je veux dire, tu révolutionnes pas comme ça 3-4 secteurs d'activité en étant juste un pimpin lambda. C'est pas comme ça que ça marche. Donc non. Si Tesla est Tesla, c'est parce qu'il y a Elon Musk. Si SpaceX fait atterrir des fusées, c'est parce qu'il y a Elon Musk, etc. Mais force est de constater que sur la gestion de Twitter, c'est quand même du grand n'importe quoi, et que ça pose effectivement des questions, y compris, je pense, des questions démocratiques. Enfin, tu te dis... Enfin, là, c'est chaud. Le mec, tu pètes quand même des plombs, quoi. Là, alors, il y a une autre petite actu concernant Elon Musk. Vous savez qu'à la fin de l'année dernière, il fait moins de sondages comme avant. Je sais pas si c'est vrai. Oui, parce qu'il avait dit je soumettrai... Est-ce que vous voulez que je reste CEO de Twitter? Ah oui, c'est vrai. Je me souviens de ça. Il avait perdu. Ouais. D'ailleurs, pendant quelques jours, il n'avait plus tweeté. On peut imaginer qu'il était un peu vexé. Ouais, c'est vrai. Là, il aurait déclaré qu'il va quitter son poste de PDG de Twitter à la fin de cette année. Ah, mais j'avais même pas vu ça, dis donc. Ok, très bien. Peut-être que ça changera, mais à mon avis, il restera évidemment derrière les manettes et les boutons pour vérifier tout ça. Hein. Probablement, mais au moins ça veut dire qu'il tient parole, parce que effectivement. Mais je me souviens, quand il avait fait ce sondage, il avait laissé entendre qu'il était déjà dans le processus de se trouver un remplaçant. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que probablement ça restera à minima une éminence grise comme ça, qui en réalité aura un pouvoir énorme sur Twitter, mais peut-être qu'effectivement la direction, et peut-être que ça lui fera du bien, et peut-être que ça fera du bien aussi aux actionnaires.
actionnaires de Tesla. Je pense qu'ils prennent un peu de champ, un peu de recul. Tu vois, qu'ils reviennent aux fondamentaux. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on associe Elon Musk à Twitter. Voilà. On parle beaucoup de Twitter. Ouais, on parle beaucoup de Twitter, alors que c'est quand même vraiment autre chose. Moi, j'aime mieux quand il nous fait rêver avec la conquête spatiale, avec les robots. Avec les robots, quand il nous parle. Alors, Neuralink, après, c'est plus controversé, mais en tout cas. Ouais, mais au moins, il y a des trucs à raconter, tu vois. Oui, c'est ça, parce que tu as toujours ce truc. Elon Musk, il a toujours une vision à très long terme et qui casse tous les codes, qui est presque avec des enjeux civilisationnels derrière. Moi, c'est ça qui me fascine avec Elon Musk. C'est à l'impression qu'il réfléchit vraiment en termes de comment les robots vont nous remplacer. Donc, il faut réfléchir à un revenu universel parce que les êtres humains n'auront plus forcément de valeur ajoutée face à l'intelligence artificielle et à la robotique. Comment il va falloir qu'on se trouve une vie alternative sur la planète Mars. Enfin, peut-être que dans tout ça, il fera peut-être pas tout ça, et peut-être que dans tout ça, il y a du délire, mais en tout cas, ça nous ouvre des perspectives et ça nous fait un petit peu rêver, quoi. Ouais. Et même Tesla, à plus court terme, ça aussi, ça nous fait rêver. Sa gestion de Twitter, elle nous fait pas tellement rêver pour l'instant. Et avec un Twitter Blue qui a du mal vraiment à décoller, visiblement, il y a plein de gens qui s'étaient abonnés à Twitter Blue, qui se sont désabonnés. Ouais. Parce qu'ils ne voyaient pas trop l'intérêt, et des personnalités aussi. Donc, voilà. Puis tu vois, je sais pas pour toi. On est au début de l'histoire, donc il ne faut pas trop commenter tout ça tout de suite, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué le début. Quoi. Ouais. Mais sur Twitter Blue, je trouve, tu vois, le petit, la petite croix bleue, là. Oui. Ça a perdu toute sa saveur. Moi, en fait, quand je voyais un truc qui était tweeté par une croix bleue ou retweeté ou liké, t'allais regarder le profil parce que tu disais c'est quelqu'un qui pèse un peu. Et puis t'avais confiance. Et maintenant, c'est Jean-Michel Jean-Michel Croix-Bleu. Jean-Michel Croix-Bleu qui a payé ses 10 balles et puis en fait, on s'en fout, quoi. Tu vois, qui a 12 followers et qui a pas. Enfin, ça veut rien dire. Il y a des gens qui ont 12 followers et qui sont passionnants. Des trucs absolument. C'est pas ce que je veux dire, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des gens qui avaient une forme d'autorité dans la qualité de leurs propos, etc., qui étaient appuyés par un nombre de followers important et qui maintenant en fait n'ont pas plus finalement d'importance qu'un gars qui veut juste payer pour être mis en avant dans les résultats de recherche, quoi. Donc c'est pas forcément très réjouissant, ça non plus. Voilà pour Twitter. J'ai pas la croix bleue, je le précise, et je suis un nobody sur Twitter, donc je sais pas du tout. C'est vrai que ton compte n'est pas certifié alors que non, j'ai jamais fait. Moi. Tu l'as jamais fait. Je l'ai jamais fait, pour moi pas intéressé. Écoute, alors moi, c'est l'équipe d'ici qui s'en était occupée à l'époque, il y a quelques années quand j'étais RMC. Je pense qu'il y avait des relations entre les médias et les journalistes, et voilà. Dans l'actu aussi, bien c'est aussi une mauvaise nouvelle, c'est la fin de Salto. Alors là, ça y est, ça se précise. Salto va fermer, ce Netflix à la française qui avait été lancé il y a quelques années de cela. Belle association entre France Télé, TF1, M6. Ça n'a pas marché. Tu utilises, toi ? Non, je me suis jamais abonné à Salto. Moi non plus. Et en vrai, ça m'est même pas venu à l'idée. Et je pense que c'est un peu le problème, et c'est ce qui a creusé un peu leur tombe, c'est que comme nous, c'est un peu ce que tout le monde a fait. C'est-à-dire que moi, je crois que même dans mon entourage, et pourtant on a un entourage assez technophile globalement, oui. Je crois que je connais personne qui est abonné à Salto. Je veux dire, franchement. Et pourtant, là, ils communiquent sur des chiffres impressionnants. Ils auraient quasi 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés, ce qui est pas mal, c'est très honorable. Pas mal, quand même. Écoute, je connais pas les. Non. Ça fait une personne sur 60 en même temps en France. Mais... Oui. Non, mais enfin, c'est pas complètement. Non, c'est pas dérisoire. C'est pas dérisoire. Et c'est pareil, c'est pas du tout pour se moquer, parce que je trouve que leur offre était intéressante. Effectivement, l'idée du Netflix à la française, c'était l'ambition, mais le fait de proposer à la fois les programmes de toutes ces chaînes et en même temps de pouvoir avoir les émissions avant même leur diffusion. Enfin, il y avait tout ce truc qui était quand même assez bien pensé, je trouve, au début, mais j'allais dire malheureusement, n'est pas Netflix qui veut, n'est pas Amazon qui veut. N'est pas Disney qui veut, et on se heurte, moi je pense, à une question de moyens. Alors il y a des problèmes de gouvernance, visiblement il y avait des mauvaises ententes entre les différentes chaînes, sans entrer dans ces problèmes de politique là, mais je regardais un chiffre moi qui m'a frappé, c'est donc il y a M6 et TF1 là qui ont publié leurs résultats il y a quelques jours. Ils disent que Salto leur a coûté en 2022 46 millions d'euros chacun, donc 46 millions d'euros chacun, ça fait 90 millions, ce que ça leur a coûté, donc je sais pas ce que ça englobe, mais c'est le coût total pour ces chaînes. Le coût des investissements de Netflix dans des nouveaux programmes, donc juste dans leurs nouvelles séries, etc., en 2021, c'est 4 milliards. Donc, je veux dire, c'est même pas David et Goliath, là. Si tu veux, c'est le grain de poussière contre l'Everest. Ça n'a pas vraiment... 4 milliards, t'es sûr que c'est pas plus ? Parce que moi, j'avais entendu 17 milliards.
Quoi Alors j'ai le chiffre de 2021. Alors, je sais pas, j'ai regardé. Non, mais c'est pas grave. Mais Enfin, en tout cas, tout ça chiffre pour en vous dire milliards. que ce sont des chiffres qui évidemment sont stratosphériques. Je te parle des chiffres juste des investissements dans les nouvelles séries. Hein. Dans les nouvelles séries, Ouais, parce que 17 milliards, en fait, c'est ce que dépense Netflix chaque année dans la production Voilà, ok. Alors oui, c'est ça. audiovisuelle. On n'avait Voilà, pas le même c'est chiffre. tout à fait la C'est même pour ça. chose. Enfin, en tout cas, on voit bien qu'il y a une différence qui est absolument immense. Oui. Et si tu veux, pour l'utilisateur à la fin, La bataille. c'est ça. Voilà. Tu fais un arbitrage, quoi. Bien sûr. Genre, tu peux pas avoir et Netflix et Amazon et YouTube et Disney et Salto. Salto, ça coûte quand même quoi ? C'est 8 € par mois, je crois. Ouais, quand tu fais ton arbitrage, c'est vrai que ce que te propose Netflix, même si c'est un peu plus cher, tu vas plutôt être tenté d'aller voir chez Netflix. Pour moi, le problème, il est aussi simple que ça, c'est arithmétique, quoi. Ouais. Avec en plus du contenu, qui était soit diffusé sur les chaînes gratuites. Oui. Parce que c'est ça le problème, c'est que. Alors pas tout, hein, je schématise, mais en fait Salto communiquait sur du contenu à la française, des productions haut de gamme, etc. Ouais. Mais ces productions, elles n'étaient pas produites pour Salto, elles étaient produites pour TF1, M6 ou France Télé. Absolument. Donc au bout d'un moment, elles étaient diffusées gratuitement, avec de la pub certes, mais elles étaient diffusées gratuitement. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire, je vais payer pour avoir peut-être un contenu qui va diffuser un jour sur TF1, France 2, M6. Gratuitement. C'est ça. Pourquoi je paierais pour un truc que je peux avoir par ailleurs Alors il gratuitement, disait oui, mais vous l'avez en avant-première, Voilà, vous avez c'est des ça. épisodes, il y avait Plus belle la vie avant, que ce Exactement. soit diffusé sur France Télé, mais bon, est-ce que ça suffit finalement Probablement à pas, ouais. accrocher les gens, tu vois? Non, mais c'est dommage, c'est un peu une opportunité ratée. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres. Dans un peu dans le même genre, moi je trouve qu'un service qui fonctionne très bien, c'est Madeleine, le service de l'INA. tu Oui, sais, bien sûr. qui est génial. Enfin, vraiment, les archives de l'INA, c'est une mine d'or. Mais moi, je me régale, quoi. Je regarde. Je pense que ça doit représenter à peu près un tiers des contenus que je regarde, je crois. Les Ouais, trucs mais de c'est fou l'INA. parce qu'il y a vraiment de tout. Ouais. Et c'est vrai que c'est passionnant. Et la plateforme est bien fichue. Et pour le coup, là, c'est un Mais truc c'est plus vraiment. exploratoire historique, je dirais, Oui. En fait. Ouais, C'est mais ça. tu peux y trouver ton bonheur. Moi, Oui. je trouve. Mais oui, t'as raison. C'est du coup, par définition, c'est pas des nouveaux contenus Non. que tu vas pouvoir Il y a consommer. des vieilles séries qui ont bercé notre enfance, des choses Exactement. comme ça. Oui, Tu parce peux qu'on en est très trouver vieux. C'est pour... il faut le dire. Il y a des choses en noir et blanc et tout ça. Oh mon Dieu, quelle horreur! Oh là là. À l'époque, Non, mais c'était enregistré sur des magnétoscopes Mais oui, bien sûr. Ou des Betamax. Même. ou des Betamax. Non, mais enfin bref. En tout cas, tout ça pour dire que la France a probablement une carte à jouer, mais c'est compliqué face à ces plateformes géantes, quoi. Voilà, tout simplement. C'est dommage. C'est dommage. Bon, c'est vrai que c'était compliqué pour Salto. En tout cas, il y a encore pas mal de questions qui se posent, hein, parce que pour tous ceux qui étaient abonnés à l'année, à l'heure où on enregistre ce De quoi je me mail, on ne sait pas s'ils vont être remboursés, parce que tu sais que tu peux t'abonner sur... prendre un forfait annuel en fait, de Salto, c'était 70 €, je crois, etc. Est-ce que si tu viens de souscrire ton abonnement, tu vas être remboursé ou pas? Il y a toutes ces questions. Bien sûr. Enfin bref, voilà, c'est un moment un peu triste, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Anthony. Toujours un vrai plaisir que d'échanger avec toi sur l'actu tech. Et vous restez avec nous. La deuxième partie de quoi je me mail sur BFM Business, Radio Télé, se poursuit. Je reçois l'un des patrons de Philips pour parler de télé. Et puis sur YouTube, voilà, ça sera notre deuxième module en audio. Vous touchez à rien. Jean-Yves Frabe-Darcourt nous rejoint tout de suite. Merci encore, Anthony. Et la suite de quoi je me mêle tout de suite. Merci d'être avec nous en tout cas. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.